Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette série de cours qui va être consacrée au stress oxydant et du rôle que peut jouer le stress oxydant dans la réponse des thérapeutiques anticancéreuses, en particulier la chimiothérapie et la radiothérapie. Et donc pour déjà planter un peu le paysage de ce cours, ce premier cours va être au fond un concentré du cours de l'an dernier, un rappel pour bien voir quels sont les éléments que l'on connaît et que l'on comprend aujourd'hui sur ce qu'est le stress oxydant, comment est-ce qu'il est régulé, comment est-ce qu'il est dérégulé et quel impact cela peut avoir en physiologie. Donc, à l'époque où j'étais de l'autre côté du podium, sur les bancs de l'amphithéâtre, on considérait que le stress oxydant, c'était au fond un peu l'équivalent des gaz d'échappement dans une voiture diesel. C'était un espèce de polluant rendu nécessaire pour le bilan énergétique de la cellule, en particulier des fuites d'oxygène et d'électrons qui peuvent avoir lieu dans les réactions mitochondriales. Et puis cette vision un peu naïve, comme toujours, a profondément changé dans ces 20 dernières années, avec un certain nombre d'expériences, et j'en mentionnerai et montrerai quelques-unes, qui montrent qu'au contraire, les espèces dérivées de l'oxygène, ces fameux radicaux oxygénés, dont vous verrez qu'ils sont assez divers, en fait, divers dans leur nature chimique, divers dans leur fonction, divers dans leur toxicité, sont en fait des molécules de communication qui vont permettre des échanges d'informations des cellules entre elles. Et la conséquence de ça, bien entendu, c'est que la formation de ces radicaux oxygénés, elle est au moins en partie régulée, et on verra comment réguler, entre autres par l'expression d'enzymes spécifiques. Et parmi les rôles physiologiques essentiels qui ont été identifiés dans ces dernières années des radicaux oxygénés, les ROS, eh bien on peut citer la cicatrisation. La cicatrisation fait d'abord appel à une signalisation par le stress oxydant. Et puis, un exemple beaucoup plus classique, connu depuis longtemps, c'est la formation des radicaux oxygénés qui vont permettre la destruction des micro-organismes au sein des vacuoles de phagocytose, par exemple, lorsque des granuleux ou des macrophages vont détruire des micro-organismes, et ils les détruisent en fait avec des radicaux oxygénés. La difficulté, c'est que ça n'est pas facile du tout. Et pour les expérimentateurs ou les étudiants parmi vous, je vous conseille fortement de lire cette revue, ce point de consensus écrit par un très grand nombre de scientifiques dans le domaine sur, au fond, comment est-ce qu'on peut mesurer les radicaux oxygénés, et vous verrez qu'en fait, c'est tout sauf simple. C'est tout sauf simple. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui a connu un assez grand engouement scientifique dans ces 10 dernières années. Il y a beaucoup de méthodes simples qui ont été proposées. Il y a beaucoup de kits qui ont été proposés par des fabricants de réactifs chimiques. Et l'interprétation de ces résultats est en fait tout sauf simple, et ce que cette revue, au fond, conseille, c'est vraiment de restreindre l'utilisation de ce type de réactif à des indications extrêmement précises et de bien définir, quand on veut mesurer des radicaux oxygénés, qu'est-ce qu'on veut mesurer, dans quel système, comment. Et entre les lignes, ce que dit cette déclaration de consensus, c'est qu'en fait, dans la littérature scientifique, y compris dans des bons papiers, il y a beaucoup de bêtises qui proviennent d'une utilisation approximative des kits permettant de mesurer ces radicaux oxygénés. Alors, une des raisons pour laquelle mon équipe, et vous verrez d'ailleurs dans la suite de ce cours à plusieurs moments, pourquoi est-ce que l'équipe s'est intéressée de manière extrêmement étroite aux radicaux oxygénés, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort avec le cancer. On sait que, et on verra quelques exemples, que le stress oxydant peut aggraver de nombreuses pathologies,
qu'il a été proposé et défini comme une stratégie pharmacologique. Il suffit d'ailleurs de rentrer dans une pharmacie et vous verrez un assez grand nombre d'antioxydants pour un assez grand nombre d'indications, sous forme de crème ou de pilule. Et comme on le disait, le concept reste mal défini, assez complexe dans sa physiopathologie, même si elle a fait beaucoup de progrès dans les dernières années, des données parfois contradictoires, et on verra quelques exemples, des liens clairs avec le cancer. Le stress oxydant est mutagène, il est pro-inflammatoire, et donc ça va favoriser le cancer. Et pourtant, et ça finalement on le sait depuis quelques années avec des essais cliniques dont on parlera brièvement, eh bien, certains oxydants dans des modèles animaux vont favoriser au contraire le développement des cancers. Donc il y a un petit peu, avec une vision chinoise, un yin et un yang du stress oxydant. Si on a une image romaine, c'est Janus avec ses deux visages. Le stress oxydant, au fond, suivant les conditions très précises dans lesquelles on l'étudie, peut avoir un rôle dans un sens ou un autre. Et c'est la raison du cours de cette année, c'est qu'en fait, de très nombreux traitements anticancéreux, en particulier la chimiothérapie et la radiothérapie et beaucoup de formes de chimiothérapie, vont avoir un effet majeur, immédiat, d'induction du stress oxydant, dont il a toujours été discuté pour savoir s'il contribuait, oui ou non, à la réponse thérapeutique. Et dans certains exemples, maintenant, on pense que la réponse est clairement oui. Les essais de prévention de ce stress oxydant ont été un peu décevants, et il y a au moins quelques situations où des traitements antioxydants pris à des doses très fortes ont eu clairement chez des patients des effets délétères. On a aggravé les pathologies en fait, avec des antioxydants, montrant que dans la vraie vie, chez des patients, en fait, ce contrôle du stress oxydant est important. Alors, quelques mots de chimie, qui n'est pas ma spécialité ni la vôtre, pour savoir de quoi on parle. Dans ces espèces, ces radicaux oxygénés ou des espèces réactives non radicalaires, on part de l'oxygène. On a d'abord l'anion superoxyde, donc qui va avoir gagné un électron, le peroxyde qui en a gagné 2. Une molécule dont on va beaucoup parler parce que c'est probablement la forme physiologique de signalisation de ces espèces qui est le peroxyde d'hydrogène, également dit oxygéné. Le radical hydroxyle, dont on verra que c'est la forme la plus destructrice des radicaux oxygénés, qui est en particulier à l'origine d'une forme spécifique de mort, qu'on appelle la ferroptose, et puis l'ion hydroxyle, qui est là plutôt pour mémoire. Alors comment est-ce que ces espèces chimiques s'arrangent ? Eh bien, elles vont en fait être formées séquentiellement par une série de réactions de capture des électrons, en partant donc de l'oxygène moléculaire pour aller vers l'anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène, le radical hydroxyle, et pour arriver finalement à l'eau. Ce sont des espèces donc très différentes dans leurs propriétés, on le verra. Quelle est leur origine ? Eh bien, les anions superoxydes peuvent être synthétisés à la suite de l'activation d'un groupe d'enzymes particuliers qu'on appelle les NADPH oxydases ou NOx. Donc évidemment, cette synthèse enzymatique fait l'objet d'une régulation dans le temps, dans l'espace et en réponse au stress. Et puis le même anion superoxyde peut être également formé dans le cadre des transports d'électrons dans la chaîne respiratoire mitochondriale, avec des fuites d'électrons qui peuvent avoir lieu essentiellement au niveau des complexes 1 et 3. Et donc là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas régulé, mais c'est une fuite liée au fait que ces systèmes, bien que très performants, ne sont pas totalement verrouillés. L'oxygéné donc, va être formé à partir de l'anion superoxyde par des enzymes qu'on appelle les superoxyde dismutases, SOD, dont il existe plusieurs variantes dans la cellule, variantes en fonction en particulier de leur localisation subcellulaire, qui peuvent être extracellulaires, à l'intérieur du cytoplasme ou à l'intérieur des mitochondries. Et de manière très importante, cette eau oxygénée
est capable de diffuser. Il est capable de diffuser à l'intérieur de la cellule et de diffuser à l'extérieur de la cellule et peut se comporter donc comme une molécule de signalisation. Enfin, le radical hydroxyle, lui, vient de la destruction de l'eau oxygénée en présence de métaux, en particulier du fer. Et c'est une molécule extrêmement réactive, à très courte demi-vie, qui est capable d'avoir une action puissamment destructrice, aussi bien sur les lipides membranaires que sur les acides nucléiques ou les protéines. Le résultat, bien entendu, de cette courte demi-vie, eh bien, c'est qu'il ne diffuse pas, et c'est la principale source de toxicité de ces espèces dérivées de l'oxygène. En particulier, il est responsable d'une forme de mort à laquelle on s'intéresse beaucoup, enfin la communauté scientifique s'intéresse beaucoup depuis une dizaine d'années, qui s'appelle la ferroptose, et qui est maintenant vue comme une forme extrêmement efficace, brutale de mort, qui est liée à l'effondrement brutal du potentiel d'oxydoréduction à l'intérieur d'une cellule. Alors, une autre vision en fait de la même chose, hein, on part donc de l'oxygène, on va générer en particulier sous l'effet des NADPH oxydase cet anion superoxyde. Il va y avoir une toxicité propre de ces espèces au niveau des complexes fer-soufre dans les protéines mitochondriales qui assurent les transports d'électrons. On arrive ensuite, en particulier sous l'effet de ces superoxydes dismutases, à l'eau oxygénée, qui va avoir toujours cet effet, en particulier de relargage du fer à partir des complexes fer-soufre mitochondriaux, qui va également avoir des effets sur les métalloenzymes et d'oxydation sur un certain nombre de résidus hautement réactifs contenant du soufre, en particulier des résidus de cystéine ou de méthionine. Et cette oxydation, on le verra, est une des bases de la réponse physiologique à ce stress oxydant. Et puis, sous l'effet donc du fer, avec cette réaction que les chimistes appellent la réaction de Fenton, on va avoir création de dérivés OH qui, eux, vont pouvoir détruire avec une très grande efficacité toutes les molécules biologiques qui sont à proximité, et en particulier les lipides membranaires. Et ceci va donc reconduire à de l'eau. Alors, bien entendu, compte tenu de la dangerosité de ces molécules chimiques, eh bien, il y a des protections naturelles, et ces protections naturelles, ce sont des petites molécules qui ont des pouvoirs antioxydants, et qui donc vont être capables de tamponner en permanence la formation de ces radicaux oxygénés, qui sont classiquement décrits en deux familles. Une première famille qui sont des molécules solubles dans l'eau, dont le chef de file est la vitamine C. On y reviendra, mais il y a également l'acide lipoïque, la bilirubine, l'acide urique. Et puis une famille également très importante de molécules hydrophobes, de grandes molécules hydrophobes, dont certaines vous sont représentées ici, qui vont avoir un effet puissant antioxydant, en particulier la vitamine E, l'acide lipoïque et les caroténoïdes. Et donc ces molécules vont être capables de capturer, titrer les résidus OH, de manière en fait à bloquer leur toxicité. On verra que c'est particulièrement important dans le contexte de la régulation de la ferroptose. Et on va finalement, au sein de ces grandes molécules hydrophobes, diluer finalement le pouvoir toxique de ces radicaux oxygénés. Bien entendu, une fois que ces molécules auront été oxydées, il va falloir les régénérer. Et donc, il y a des systèmes enzymatiques de régénération de ces molécules dans leur état initial. Donc, si on reprend un peu ce métabolisme des ROS, on part des O2-. Sous l'action de la superoxyde dismutase, on va avoir création d'eau oxygénée, avec finalement deux voies possibles pour cette eau oxygénée. Une dégradation par un groupe d'enzymes qu'on appelle les catalases, qui vont redonner de l'eau, et puis une réduction par un groupe de protéines qu'on appelle les glutathions peroxydases, GPX, on sera amené à en parler à plusieurs reprises dans ce cours,
qui vont utiliser une petite molécule dont on va beaucoup parler dans ce cours, qui s'appelle le glutathion, en abrégé GSH, qui existe sous deux formes, une forme oxydée et une forme réduite, et au fond qui va servir d'accepteur universel d'éléments d'oxydoréduction à travers cet équilibre entre sa forme réduite et sa forme oxydée. Et bien entendu, il faut toujours qu'il y ait un système de régénérescence dans ce système, et donc ce sont les glutathions réductases, GR, qui, sous l'effet d'un composé du métabolisme intermédiaire qui est le NADPH, vont permettre de régénérer ce glutathion. Et donc évidemment, le maintien de cet équilibre entre glutathion oxydé et glutathion réduit est l'un des éléments essentiels de l'homéostasie redox de la cellule. Donc un peu plus en détail, voilà la formule chimique de cette petite molécule, qui est une molécule abondante. Elle est abondante aussi bien en intracellulaire qu'en extracellulaire, parce que effectivement, il y a besoin d'avoir un tampon qui permet de neutraliser les stress oxydants à l'intérieur de la cellule. Et donc c'est une fusion entre trois acides aminés, le glutamate, la cystéine, la glycine, pour créer cette petite molécule qui existe sous deux états. Un état avec une liaison soufre-soufre, une liaison entre les deux atomes de soufre, portés par les chaînes latérales de cystéine, et donc il va exister sous une forme réduite et une forme oxydée. L'équilibre entre les deux étant donc réglé par ces deux systèmes enzymatiques antagonistes que sont la glutathion peroxydase et la glutathion réductase, qui, sous l'effet du NADPH, va permettre de maintenir cet équilibre. Donc, dans une cellule non stimulée, dans des conditions physiologiques, eh bien, l'équilibre va être en faveur de la forme réduite, donc GSH, et avec un déséquilibre très important, puisqu'il va être un déséquilibre de 10 à 100 fois dans des conditions basales, encore une fois, en l'absence de stress. Et évidemment, il est indispensable que la cellule ait suffisamment de NADPH pour pouvoir en permanence régler cet équilibre et permettre donc cet déséquilibre fort en fonction de la phase réduite. Et donc il y a un contrôle métabolique et transcriptionnel qui est absolument essentiel de cette synthèse du glutathion, ne serait-ce que pour maintenir une quantité de NADPH suffisante pour que le glutathion soit toujours sous forme réduite. Cette conversion se fait en deux temps. D'abord par une enzyme clé, qui est l'enzyme maîtresse, qui l'enzyme dont l'activité enzymatique est limitante pour la formation du glutathion, qui s'appelle la glutamate cystéine ligase, qui va utiliser l'ATP, qui va donner un intermédiaire réactionnel qui va ensuite être lié à de la glycine pour donner le glutathion. Et au sein de la cellule, il y a évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, un équilibre enzymatique complexe pour arriver à maintenir au fond une quantité toujours suffisante de glutathion, avec toutes sortes d'équilibres assurés par des transporteurs, avec des transporteurs qui vont permettre d'échanger les formes oxydées ou réduites intracellulaires et extracellulaires, des processus enzymatiques qui vont permettre de dégrader le glutathion extracellulaire pour régénérer de la cystéine, un import possible, et on en reparlera, de la cystine, qui est l'acide aminé dérivant de l'alimentation, qui est une double cystéine, qui vont être internalisées, encore une fois, et par des transporteurs spécifiques. Et ces deux enzymes, celle-ci donc étant l'enzyme clé qui régule l'ensemble du processus, qui est elle-même sous la dépendance d'un facteur de transcription qui s'appelle NRF2 et dont on parlera beaucoup plus en détail dans la suite de ce cours. Et donc, ce glutathion va être pris en charge pas seulement par des glutathions réductases, mais également par des glutathions peroxydases, dont il existe un assez grand nombre d'isoformes qui vont permettre donc d'éliminer le oxygéné en permanence, couplé à l'utilisation du NADPH.
Et puis il y a un deuxième système qui est relativement similaire, qui fait appel à plutôt qu'au glutathion, à une protéine plus grande qui s'appelle la thiorédoxine. Thiorédoxine qui existe également sous deux états, un état réduit et un état oxydé. États qui sont maintenus en équilibre par la thiorédoxine réductase, et il va y avoir des peroxyréduxines qui, de la même manière, par une chaîne enzymatique qui est maintenant bien connue, vont permettre de détruire le oxygéné et donc de maintenir la concentration d'oxygéné à un certain niveau dans la cellule. Alors, il existe une compartimentation très bien connue de ces différentes espèces moléculaires au sein de la cellule. Cette compartimentation, bien entendu, étant liée au site de production. Et donc, rapidement, on peut décrire une activité des NADPH oxydase qui est couplée à celle des facteurs de croissance, donc des récepteurs des facteurs de croissance, qui a donc lieu au niveau de la membrane plasmique, qui va permettre la création d'O2- en péricellulaire, et une superoxyde dismutase particulière va permettre la création, juste en juxtamembranaire, d'oxygéné. Il y a une variante qui va être utilisée pour la création des vésicules qui vont permettre la destruction des micro-organismes, donc qui représente une variante de cette forme-là. Et puis, chaque sous-compartiment cellulaire va au fond avoir la capacité de créer ces radicaux oxygénés. À l'intérieur du noyau, il y a des enzymes NOx spécifiques, il y a une superoxyde dismutase spécifique qui va permettre donc d'avoir un certain taux d'oxygéné à l'intérieur du noyau. Idem dans les peroxysomes. Bien entendu, dans la mitochondrie, avec la fuite d'oxygène, fuite d'électrons qui va venir de la chaîne respiratoire, produire ces anions superoxydes. Là encore, une superoxyde dismutase spécifique, création d'H2O2, et également dans le réticulum endoplasmique, il y a également des enzymes particulières, des NOx et d'autres, qui vont permettre la synthèse de cet oxygéné. Et donc, provenant de toutes ces différentes localisations, vous allez avoir un pool au fond d'oxygéné intracellulaire qui va pouvoir s'équilibrer avec l'extracellulaire, jouer ce rôle de signalisation dont je parlais tout à l'heure, grâce à des transporteurs spécifiques qu'on appelle des aquaporines. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, chacun de ces compartiments va avoir un potentiel redox particulier venant donc de sa capacité à synthétiser ou pas des espèces moléculaires ou d'avoir de la fuite comme dans la mitochondrie. Donc, au fond, chacun de ces compartiments à l'intérieur de la cellule va avoir une certaine caractéristique vis-à-vis des réactions, des radicaux oxygénés, et on en reparlera. Donc, physiologiquement, et ça c'était une des grandes révolutions portée par un collègue allemand qui a vraiment beaucoup œuvré pour faire comprendre que ces radicaux oxygénés au fond étaient des molécules de signalisation, que ce n'étaient pas simplement des déchets, mais qu'ils avaient un rôle, en montrant que finalement il y a un gradient considérable de concentration quand on parle de l'H2O2, vous voyez, qui va varier d'un facteur 10 puissance 4, entre des situations où il y en a extrêmement peu, jusqu'à des situations où il y en a 10 000 fois plus. Donc un premier gradient qui va traduire, bien entendu, l'état de la cellule, sa résistance au stress, le fait qu'elle soit stressée ou autre. Et puis également une différence de part et d'autre de la membrane plasmique, avec, vous voyez, des taux extracellulaires qui sont pratiquement 100 fois plus élevés que les taux intracellulaires qui sont beaucoup plus bas, parce qu'ils sont évidemment très, très largement régulés. Et donc, suivant les concentrations réelles d'oxygéné, eh bien, on va avoir des rôles très différents. Des rôles physiologiques pour lesquels il a inventé cette expression de oxidative eustress, pour dire qu'on est dans une situation normale de régulation physiologique, avec un rôle de l'oxygéné dans la prolifération, dans la différenciation cellulaire, dans la migration, dans l'angiogénèse, pardon. Donc des rôles physiologiques importants. Et puis quand la concentration commence à monter,
eh bien, on va se retrouver dans des situations de réponse au stress. Et ces situations de réponse au stress vont mettre en route à ce moment-là des processus d'adaptation. Et on va voir que le premier mécanisme d'adaptation est porté par un facteur de transcription qui s'appelle NRF2 et dont on va parler très longuement au cours de ce cours et des suivants. Et puis si on continue à monter, eh bien, on se retrouve cette fois-ci dans ce qu'il a appelé oxidative distress, c'est-à-dire le stress oxydant, c'est-à-dire que la cellule souffre, la cellule s'abîme, parce qu'il y a une signalisation oxydante beaucoup trop augmentée, ce qui va conduire à l'inflammation, éventuellement encore, si les taux sont encore plus forts, à la création de fibrose, et puis à des modifications profondes du comportement des cellules tumorales, en faisant pousser les cellules tumorales, en favorisant les métastases, et puis si on continue à pousser encore, eh bien, on va tomber dans l'arrêt de cycle et puis dans la mort induite directement par ces réactions oxygénées. Donc, on a, et c'est important de le comprendre, l'amplitude de la variation qui va séparer la physiologie de la pathologie. Alors, je vous ai donc expliqué qu'il y avait des origines différentes. Comment est-ce que ça se répartit? Eh bien, c'est pas très facile à connaître. Ça a été étudié par plusieurs équipes, par exemple, dans des cellules musculaires, dans des myoblastes. Et donc, on sait que pour des myoblastes au repos, à peu près 40% de l'eau oxygénée provient de l'activation des différentes NADPH oxydases. Et puis, à peu près autant provient de la fuite des électrons dans la mitochondrie. Ça, c'est au repos et c'est dans des myoblastes. Et ça va être profondément modifié par des exercices, par le stress, par des signalisations hormonales qui vont jouer donc sur la synthèse et la fabrication de ces molécules. Et puis, il y a tous les facteurs extérieurs qui vont jouer aussi, les rayonnements ionisants, bien entendu, qui vont induire des dissociations de molécules organiques, la radiothérapie, le rayonnement UV également, et puis, c'est peut-être moins connu, mais les pesticides et la pollution atmosphérique ont également un rôle de création de ces stress oxydants. On verra quelques illustrations. Et cette exposition aux radicaux oxygénés peut avoir des effets très retardés. On a pensé pendant longtemps que ces effets étaient principalement génétiques à travers l'induction de mutations. Et on sait que certaines de ces espèces moléculaires sont capables d'induire des anomalies dans la chaîne d'ADN, donc qui vont se traduire par des mutations. Et puis on sait maintenant qu'il y a également des modifications épigénétiques et qu'il peut y avoir des effets à assez long terme de cette exposition à des agents de type ROS ou des électrophiles qui ont des effets profonds, et il peut y avoir des effets dans le développement qui peuvent se manifester encore très longtemps après, avec une problématique dont on parlera peut-être au colloque organisé par la chaire, de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire d'arriver à mesurer finalement, longtemps après, à quel taux de radicaux oxygénés un organisme a été mené, est-ce qu'il y a des signatures génétiques, épigénétiques qui permettent de savoir, au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet organisme. Et pour revenir au jugement de consensus que je vous montrais au départ, en fait, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué à estimer, c'est compliqué à doser, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut assez largement être in vivo. Et c'est un des grands enseignements de cette biologie des ROS, c'est qu'au fond, beaucoup de choses qui avaient été faites dans des lignées cellulaires en culture sont des choses qui sont méthodologiquement un peu discutables, parce qu'au fond, mettre une cellule en culture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre une cellule qui a vécu pendant toute sa vie à 3% d'oxygène, et tout d'un coup la mettre dans 20% d'oxygène et lui demander de se débrouiller. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement elle se débrouille, mais elle se débrouille en modifiant profondément sa signalisation redox, ce qui veut dire qu'ensuite, quand on va essayer de comprendre cette signalisation redox, eh bien, on ne se rend pas compte qu'elle a été profondément modifiée par la mise en culture. D'où la difficulté de l'étude de cette thématique. Alors, au niveau de la régulation physiologique par l'eau oxygénée, eh bien, on sait qu'elle passe en grande partie par la modification d'atomes de soufre portés par des résidus de cystéine sur les protéines, qui, du fait de leur configuration sur la protéine, du fait de leur environnement en acides aminés, vont être plus ou moins sensibles à l'oxydation.
Et donc on sait que dans des conditions basales, pour des cellules non stressées, entre 10 et 20% des thiols sont oxydés, et que cette oxydation va effectivement pouvoir être modifiée de manière réversible par des radicaux oxygénés, comme ceux, par exemple, de l'eau oxygénée, pour passer vers des formes oxydées, dont on en connaît plusieurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va changer, si vous voulez, la configuration de cet atome de soufre. Et ceci est un mécanisme extrêmement important et extrêmement puissant de régulation physiologique des protéines qui portent ces résidus, avec toute une série de fonctions. En fait, essentiellement, tout a été décrit. On peut augmenter la fonction de cette protéine, on peut au contraire l'inactiver, on peut réguler la stabilité de la protéine, on peut réguler sa localisation, on peut réguler les interactions protéines. Si évidemment ce résidu, cet atome de soufre est sur une zone de contact, eh bien, on peut imaginer bien entendu que ces caractéristiques d'oxydation vont changer ces contacts et modifier les interactions protéiques. Et donc on a là affaire à une régulation extrêmement puissante, physiologique, et dont l'importance n'a finalement été comprise qu'assez récemment. Alors un exemple tiré d'une des premières revues importantes sur le stress oxydant, c'est la régulation de l'activité des facteurs de croissance. Et donc, après avoir lié un facteur de croissance, un de ces récepteurs va entraîner toute une cascade de phosphorylation initialement, puis de modification de nucléotides cycliques comme le GDP. Et ceci va conduire à l'activation d'une de ces enzymes NOx, ici c'est NOx1, dans la membrane plasmique, qui va donc créer de l'O2-, qui, sous l'effet d'une superoxyde dismutase péricytoplasmique, va donner de l'oxygéné, qui va rentrer dans la cellule et qui va modifier des protéines porteuses de ces chaînes latérales de cystéine hyperréactives, qui vont donc modifier sa fonction. Et parmi ces fonctions, ces protéines qui ont été bien identifiées, il y a un certain nombre de phosphatases, donc qui vont profondément modifier la signalisation par des kinases à l'intérieur des cellules, et donc être à l'origine d'une partie assez significative de la signalisation engendrée par ces facteurs de croissance. Alors, passons maintenant, ça c'était pour la partie physiologique, si j'ose dire. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, dans l'oxidative distress? Et ce qui a été le mieux étudié, c'est un type de mort particulier qui a été découvert il y a un peu plus que 10 ans, qu'on appelle la phéroptose, et qui est une version de la mort qui est extrêmement liée au potentiel redox. Et au fond, ça vient des effets de ces espèces oxygénées OH-, sur leur capacité à détruire des lipides. Et en modifiant, donc en créant des peroxydes de lipides qui vous sont représentés ici en rouge. Et ces peroxydes de lipides, formés donc par l'espèce moléculaire OH-, ils vont avoir une caractéristique, c'est qu'ils sont capables en fait de faire une espèce de réaction en chaîne qui fait que le processus va s'auto-activer de manière permanente. Et ce qui vous est représenté ici, d'ailleurs, avec un peu une échelle du temps, vous voyez que de plus en plus, on a une augmentation de cette peroxydation lipidique. Ces peroxydations des lipides, dont on verra comment elles sont régulées, vont conduire à une rigidification de la membrane. Et cette rigidification de la membrane vont ensuite modifier un certain nombre de protéines transmembranaires, comme une enzyme extrêmement importante qui est capable, qui est la NAK-ATPase, qui est capable de maintenir la polarité spécifique des ions sodium ou des ions potassium de part et d'autre de la membrane, comme des transporteurs comme piezo, qui vont se mettre à dysfonctionner du fait de la rigidité de la membrane. Et cette rigidification va s'accompagner de la formation de micropores, conduisant à une augmentation du volume de la cellule et du fait d'un afflux d'eau. Et cet afflux d'eau sur une membrane pathologique va conduire à l'explosion de la cellule, la mort par destruction de la membrane plasmique. Donc ça, c'est le processus de phéroptose.
Et cette ferroptose, elle demande au fond 3 choses essentielles. Elle demande du fer, et vous vous rappelez que je vous ai dit en guise d'introduction que la formation de ces résidus OH point, eh bien, elle demande absolument du fer, c'est la réaction de Fenton. Il faut également de l'oxygène, et il faut bien entendu des lipides qui soient une sous-classe de lipides qui va être apte à être peroxydée. Et ce contrôle de la ferroptose, il va donc être contrôlé par au moins 3 facteurs essentiels qui sont des facteurs de détoxification, entre autres une glutathion peroxydase, GPX4, qui semble avoir une fonction extrêmement spécifique pour réduire les peroxydes formés sur les lipides. Et cette GPX4, elle a absolument besoin de glutathion. Et pour faire du glutathion, vous vous rappelez qu'il faut absolument avoir du NADPH. Donc, ces 3 facteurs, ainsi que d'autres facteurs dont on reparlera dans le cours suivant, vont permettre de maintenir, de contrôler cette mort induite par le déséquilibre du potentiel redox. Et en amont de tout ça, bien entendu, il va y avoir le métabolisme, la signalisation et la transcription, avec un facteur de transcription maître, NRF2, qui contrôle toute l'activité de cette cascade. Alors, je vous ai dit que c'était compliqué de savoir comment estimer le stress oxydant. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est un état chimique instantané qui va dépendre énormément des conditions extérieures et que c'est un état, comme beaucoup d'états chimiques, il est capable de se rééquilibrer de manière extrêmement rapide après tout changement, que ce soit du stress, le changement d'environnement, du tissu prélevé, avec l'exemple classique de l'exposition à l'oxygène. Si vous prenez une cellule, par exemple, dans la moelle osseuse est un compartiment où il y a très peu d'oxygène, vous sortez cette cellule, vous la mettez à l'air dans un tube à essai, eh bien, en quelques minutes, tout va se rééquilibrer parce que ces cellules sont soumises à des taux d'oxygène considérables auxquels elles ne sont pas du tout habituées. Et même l'introduction de tampons, de molécules antioxydantes ou de rapporteurs peut modifier ce système chimique, un petit peu comme pour le pH, finalement, le pourcentage en hydrogène, où quand on introduit des indicateurs pH, on risque de changer le pH. Et donc, pour ce qui est au moins des échantillons in vivo, eh bien, il y a cette différence d'oxygène. Donc, une exploration est-elle même possible, est-elle possible et pour ça, les scientifiques qui ne sont jamais à court d'idées ont eu une idée formidable, au fond, qui est de prendre des protéines fluorescentes, qu'on appelle par exemple la Green Fluorescent Protein, GFP, et d'introduire des mutations permettant d'introduire des résidus de cystéine à des endroits extrêmement précis de cette GFP, qui fait que la fluorescence émise par cette GFP va être dépendante de son état réduit ou de son état oxydé. Et là, on a évidemment une possibilité, par l'analyse de la lumière émise, d'avoir un renseignement très précis, in vivo, sur le potentiel oxydant de cette cellule à travers donc l'émission de lumière contrôlée par le côté oxydé ou réduit de ces 2 atomes de cystéine. Alors, ce système-là a été le premier à être mis en place et il n'était pas extrêmement sensible. Et donc, on a secondairement, au fond, fusionner ces GFP sensibles au redox à un autre domaine qui est fusionné à la même protéine, qui lui est un domaine extrêmement sensible au redox, venant en général d'une des enzymes du système de contrôle de l'oxydoréduction, comme une glutathion peroxydase ou d'autres enzymes qui sont extrêmement sensibles aux variations du stress oxydant. Et donc la coexistence finalement d'un senseur et d'un rapporteur va permettre d'avoir une mesure extrêmement précise, immédiate, instantanée dans la vraie vie du potentiel redox d'une cellule. Et donc, une photo que vous avez certainement vue si vous étiez à mon cours l'an dernier, parce que c'est une des plus frappantes, montre l'utilisation de ce système dans une situation physiologique qui est bien connue pour être sensible au redox, publication dans Nature il y a une quinzaine d'années, qui est la queue du poisson zèbre. En fait, vous voyez, la queue du poisson zèbre va normalement jusqu'ici. On peut donner un coup de rasoir à l'extrémité de cette nageoire caudale.
Et ce que l'on voit, c'est que si on regarde maintenant l'activation de ces protéines fluorescentes, eh bien, dès 3 minutes, et encore plus à 19 minutes, on voit un changement de couleur. Ce changement de couleur traduit la synthèse de radicaux oxygénés à l'endroit du point de coupure, et ça s'aggrave ensuite. Et ceci survient avant toute autre forme d'adaptation, parce qu'évidemment, quand on a une coupure, on va avoir une néoangiogénèse qui va arriver. Il y a des nouveaux vaisseaux qui vont être formés pour permettre la cicatrisation. Il y a des cellules inflammatoires qui vont être recrutées. Et ces vaisseaux ou ces cellules inflammatoires ont la capacité de modifier profondément le potentiel redox. Et donc, il se posait la question de savoir si ces modifications, qui était le primum movens, quelle était la première chose à changer. Et ce que cet article a montré de manière très claire, et c'est pour ça que ça a été publié dans Nature, c'est que le tout premier changement, c'est le changement du potentiel redox au niveau du point de coupure, et que c'est lui, en fait, qui, par son action de signalisation, va conduire au recrutement secondaire des vaisseaux et des cellules inflammatoires. Alors, parlons maintenant de l'homéostasie redox. Qu'est-ce qui contrôle, au fond, cet équilibre? Donc, il y a un certain nombre de choses dont on a déjà parlé. Il y a le glutathion, bien sûr. Il y a les antioxydants, ces petites molécules, hein, comme la vitamine C, comme la vitamine E et autres, qui vont contrôler les ROS. On a parlé également du NADPH. Donc, ce qui va induire, eh bien, on a parlé de l'hypoxie, des défauts métaboliques, on verra plus tard dans le cours l'induction des oncogènes. Et donc, il y a un facteur maître qui est un facteur de transcription qui s'appelle NRF2 et qui va contrôler tout ça et assurer, au fond, un équilibre du potentiel redox dans la vraie vie. Alors, schématiquement, face à un potentiel redox, un changement de potentiel redox très aigu, on va avoir une première ligne de défense. La première ligne de défense, eh bien, ce sont ces petites molécules à effet antioxydant qui agissent immédiatement. Et puis, très vite après, il va y avoir eh bien, un changement profond des protéines assurant ce contrôle des différentes molécules de radicaux oxygénés qui passe par le contrôle de l'expression génétique, c'est-à-dire le contrôle de la transcription. Et donc, il y a un facteur maître qui va permettre la synthèse de ces molécules qui vont contrecarrer l'effet du stress oxydant. Alors, en fait, il y en a deux. Le plus connu, et le premier dont on va parler, c'est NRF2, puis il y en a un deuxième dont on a beaucoup parlé dans ce cours dans le passé, qui est P53, la molécule essentielle de réponse au stress. Il y en a d'autres dont on ne parlera pas. Et on va voir que la détection du stress oxydant est assurée, là encore, par des cystéines hyperréactives, comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure, situées dans des zones de la protéine qui sont extrêmement sensibles à l'oxydation. Et de manière intéressante, on pouvait déjà se douter qu'il allait avoir un rôle extrêmement important du stress oxydant dans les cancers, parce qu'en fait, ces deux voies, la voie NRF2 et P53, peuvent être mutées ou inactivées dans les cancers par des mécanismes différents, dont on verra des exemples. Donc, mutation de ces deux voies dans les tumeurs humaines, et le résultat d'activation de ces voies de protection, ça va être un changement profond du métabolisme, en particulier pour créer suffisamment de NADPH et pour créer suffisamment de glutathion pour que ce glutathion soit réduit et qu'il puisse permettre à toutes les enzymes dont il est un cofacteur de détruire le oxygéné. Et on va voir qu'il y a des effets inverses de ces deux voies, suivant les différents stades de progression tumorale ou le tissu considéré. Alors, peut-être avant de faire une rapide pause, présentation d'une perspective historique sur ce facteur de transcription. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes particulièrement intéressés, je vous conseille vraiment la lecture de cette revue qui vient de sortir cet été, Zhang, Nature Reviews on Drug Discovery. C'est vraiment une excellente revue sur le stress oxydant, très à jour et très didactique dans sa présentation, et qui retrace finalement
le parcours assez extraordinaire de cette protéine. Donc, découverte finalement comme facteur de transcription, protéine se liant à l'ADN, qui se liait à un promoteur intéressant, je veux dire, j'ai oublié lequel, mais donc on clone ce gène. Assez rapidement, on développe des souris inactivées pour ce gène. Et puis, on va s'apercevoir secondairement que ce facteur NRF2, il se fixe à des motifs qu'on appelle antioxidant response elements, qui étaient connus donc, pour être situés dans un certain nombre de gènes contrôlant le stress oxydant. On s'aperçoit qu'il fonctionne en hétérodimère avec une protéine, un autre facteur de transcription qui s'appelle MAF. Ensuite, on clone des partenaires. Et un des partenaires absolument centraux, dont on va reparler aussi pas mal, c'est cette protéine qui s'appelle KEAP1. Et on s'aperçoit qu'en fait, KEAP1, c'est une protéine qui dégrade NRF2. C'est un système qui est fondamentalement analogue au système de contrôle de P53. Pour ceux d'entre vous qui avaient assisté au cours des autres années, vous savez que P53 est détruit par une protéine qui s'appelle MDM2 et qu'en permanence, P53 est dégradé par MDM2, bien là c'est exactement la même chose. On a un effecteur qui est NRF2, on a une protéine qui se lie à NRF2 qui le dégrade, sauf quand cette protéine est oxydée. Et en effet, on montre que cette protéine KEAP1, elle a toute une série de cystéines, très grand nombre de cystéines, hyper réactives, probablement réactives pour des potentiels redox un petit peu différents, ce qui permet de couvrir finalement tout le spectre des différents changements de potentiel redox auxquels une cellule peut être confrontée. Et ça lui permet, par l'intermédiaire du recrutement d'une ubiquitine ligase qui s'appelle CUL3, de dégrader NRF2. Et puis, en explorant un petit peu ces souris inactivées pour NRF2, et on s'aperçoit assez vite qu'elles sont hypersensibles aux carcinogènes chimiques, qu'elles sont hypersensibles à certains types de molécules, qu'on appelle globalement les électrophiles. On verra pourquoi après avoir fait une courte pause. Et donc, on se dit qu'il y a un rôle essentiel de NRF2 dans la chimioprévention, parce que ces souris, effectivement, sont hypersensibles à certains carcinogènes chimiques. Et puis, encore un coup de tonnerre avec la découverte, au fond, de mutations de cette protéine KEAP1 dans certaines formes de cancer pulmonaire. Et des travaux menés chez la souris, on en verra quelques exemples, qui montrent finalement ce qu'on a appelé le sombre côté de NRF2. On avait pensé que NRF2, finalement, c'était un anti-oncogène, et puis on s'aperçoit en fait que dans certaines circonstances, l'hyperactivation de la voie NRF2, au contraire, va permettre le développement, l'accélération des cancers, en particulier des côtés prométastatiques. Et puis ensuite, on continue, on rentre dans les années assez récentes maintenant, une autre voie d'activation de NRF2 par une protéine qui s'appelle P62, qui est liée à l'autophagie. Et puis on découvre encore peu de temps après des mutations directes de NRF2 dans des cancers. Et on se dit, puisque NRF2 va être hyperactivé dans les cancers, cherchons des inhibiteurs. Et on découvre le premier inhibiteur sur lequel beaucoup d'espoirs cliniques ont été fondés. Et puis ces espoirs cliniques n'ont pour l'instant pas vraiment été suivis d'effets pour des raisons qu'on pourra discuter. Et le spectre continue à s'enrichir. On découvre ensuite que finalement NRF2 est un acteur absolument fondamental dans le contrôle du métabolisme et que donc tout cet équilibre entre les différentes voies métaboliques, l'équilibre entre NADP et NADPH va être régulé par la signalisation NRF2. Et puis on trouve un effet anti-ferroptotique de NRF2, une opposition majeure à cette mort par ferroptose à travers le contrôle, évidemment, de la synthèse de glutathion. Et puis quelque chose dont on ne parlera pas, c'est qu'on découvre aussi très récemment que NRF2 est très important pour les voyages intersidéraux. Ça va contrôler une partie de la réponse au rayonnement cosmique, mais qui est un problème dont je pense ni vous ni moi n'être directement concernés. Alors si on prend une perspective historique sur la découverte de NRF2 qui reprend un peu ce timeline, d'abord tout ça a été découvert à l'origine par l'étude de la réponse antioxydante, la réponse aux xénobiotiques, on verra une diapo tout de suite après, donc la détoxification d'un certain nombre de cellules toxiques.
Et puis, de manière assez logique, on s'est aperçu du coup que les cellules, les souris inactivées pour ce gène étaient en fait hypersensibles à ces oxydants, à certains carcinogènes chimiques. Et on s'est aperçu ensuite, comme je vous l'ai dit, qu'on a, vis-à-vis du cancer, une double facette. Dans un premier temps, ça protège, mais ensuite, ça va aggraver. On va voir, ce sera l'objet des 3 cours suivants, qui a un rôle extrêmement important dans la réponse au traitement anticancéreux. Et puis des choses qui sont, dont on parlera peu, mais il faut que vous sachiez que ça existe. Il y a également un rôle important de la signalisation NRF2 dans l'homéostasie protéique, dans le métabolisme intermédiaire, dans l'homéostasie du fer, et c'est une des manières dont la voie NRF2 régule la ferroptose. Et puis, on en parlera un peu, il y a aussi un rôle important dans le contrôle de la réponse immune et de l'inflammation. Et une des idées un peu naïves qui a été proposée au départ, c'est que une des fonctions de NRF2, c'est finalement de neutraliser la réponse inflammatoire une fois qu'elle a été faite, pour éviter une inflammation générale qui va perturber l'organisme. Donc voilà les schémas historiques sur la réponse aux électrophiles et aux xénobiotiques. Donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel les premières études sur NRF2 se sont déroulées. Donc on décrit typiquement 3 phases dans la réponse à ces agents étrangers, d'où le nom de xénobiotiques ou électrophiles. Ils vont être internalisés dans la cellule. La cellule va vouloir s'en débarrasser. Alors, de temps en temps, elle a des pompes d'efflux qui permettent de l'évacuer très simplement. Et puis, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, en particulier quand la molécule est peu soluble, il va y avoir une première phase d'oxydation qui va être menée par des cytochromes. Cette première phase d'oxydation, c'est ce qu'on appelle la phase 1 dans la détoxification. Cette phase d'oxydation est suivie ensuite d'une phase de détoxification et de conjugaison, entre autres par la conjugaison au glutathion, qui vous est représenté ici, où le glutathion va se fixer sur un DOH qui a été ajouté par le cytochrome, et une troisième phase, qui est une phase d'excrétion, dans laquelle cet électrophile ou cette molécule toxique, une fois conjuguée, va pouvoir être exportée en dehors de la cellule. Alors, il se trouve que la voie NRF2 est extrêmement importante pour le contrôle de l'ensemble de ces 3 phases, entre autres, mais pas seulement, à travers le contrôle de la synthèse du glutathion. Et ce que l'on connaît bien, et qui a peut-être une certaine importance dans le contrôle de la chimiothérapie, c'est que dans cette signalisation des électrophiles, une cellule qui a déjà mis en place l'ensemble de ce système par l'activation de NRF2 ne va plus se comporter comme une cellule vierge. En fait, elle aura été primée, elle se souviendra, probablement par des modifications épigénétiques, elle se souviendra qu'elle a été une fois violemment stimulée par NRF2, et donc les réponses ultérieures à ces mêmes stimulations vont être différentes, parce qu'en fait, toute la voie a été déjà activée, et donc il y a une espèce d'effet mémoire, finalement, qui pourrait venir de changements épigénétiques, et qui fait que la deuxième activation de cette voie de réponse aux électrophiles va être différente. Alors, si on prend maintenant un point de vue phylogénétique, eh bien, cette voie centrale est en fait contrôlée, elle existe déjà dans l'évolution, cette voie de réponse aux électrophiles. Elle est présente chez la mouche, chez les vers elegans, où on trouve exactement les mêmes 3 phases successives, avec la phase d'oxydation, la phase de conjugaison et la phase d'excrétion, et qui sont activées par un facteur de transcription qui est l'équivalent de NRF2 dans ces 2 organismes. Et pour nous rapprocher de choses qui sont plus d'actualité, en fait, cette voie est par exemple impliquée dans la résistance aux pesticides, et les mutations par exemple activatrices de NRF2 qu'on trouve dans les cancers du poumon
chez l'homme. Si on les introduit chez des mouches, eh bien, les mouches deviennent résistantes aux insecticides. Vous voyez, ce qui montre que dans ces deux organismes complètement différents, ce sont les mêmes voies moléculaires qui vont contrôler la résistance aux anticancéreux et la résistance aux insecticides, ce qui prouve qu'il y a certaines parentés dans la réaction à ces produits chimiques. Par ailleurs, et ça commence à être un peu compris chez les organismes supérieurs, et bien chez la drosophile, l'équivalent drosophile de NRF2 a un rôle extrêmement important dans l'homéostasie des cellules souches. Il va protéger les cellules souches. Vous savez que les cellules souches sont des cellules qui vivent très longtemps, par définition, et vivant très longtemps, elles ont besoin d'avoir une protection contre le stress oxydant extrêmement forte. Et chez la mouche, comme chez des êtres supérieurs, une partie de cette protection des cellules souches contre le stress oxydant est assurée par NRF2 ou son équivalent. Et il a été montré par des études chez C. elegans que cet effet sur la longévité, probablement par la protection des cellules souches, passe en fait par un contrôle général du métabolisme et que c'est la réorganisation du métabolisme sous l'effet de la signalisation NRF2 qui est responsable de ce maintien des cellules souches et de cette longévité. Alors, je vous ai parlé de KEAP1 et de NRF2, mais je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Eh bien, il y a une biochimie qui a été très finement élaborée, en particulier par des équipes japonaises, et qui ont pu montrer que le fonctionnement de ce système faisait appel donc à cette protéine NRF2, qui est une protéine qui peut se fixer à l'ADN, et qui a une grande zone avec deux motifs très fortement conservés, qui sont en fait des sites d'association à la protéine KEAP1 qui vous est représentée ici. Et cette protéine KEAP1, c'est une protéine qui agit sous forme de dimère, qui dimérise par un domaine qu'on appelle BTB, qui permet de recruter le 3 ligase qui va être responsable de sa dégradation, et un domaine qui s'appelle le domaine Quelch va très étroitement interagir avec ces deux domaines de reconnaissance sur la protéine NRF2. Et donc, dans des conditions normales, en fait, on a une dégradation perpétuelle de NRF2, ce qui fait qu'on a très peu de stabilisation de la protéine. Alors, vous avez des petites étoiles jaunes qui vous sont représentées ici, et ces étoiles jaunes, en fait, sont les résidus de cystéine qui sont responsables du contrôle par l'oxydation. Et donc, en réponse à des conditions de stress, eh bien, l'état d'oxydation de ces cystéines va changer, et ce changement d'état d'oxydation va se manifester par un décrochage partiel de la protéine NRF2, et ce décrochage partiel fait que la protéine ne sera plus dégradée de manière aussi efficace qu'elle ne l'est dans des conditions normales. La protéine va donc s'accumuler. S'accumulant, elle va à ce moment-là transiter depuis le cytoplasme où elle est localisée dans les conditions usuelles vers le noyau, s'hétérodimériser avec sa protéine MAF et traduire l'activation de ces gènes impliqués dans la réponse aux antioxydants. Alors, c'est un thème que j'ai souligné dans beaucoup de mes cours précédents. Vous savez, quand la nature a une bonne idée, en général, elle l'utilise plusieurs fois. Et donc, cette famille de facteurs de transcription, en fait, il y a plusieurs membres. Et il y a un homologue très proche qui s'appelle NRF1. Et NRF1 est une protéine qui est impliquée dans le développement. C'est un régulateur maître du développement qui va participer à la mise en place d'un certain nombre de structures pendant le développement embryonnaire. Et évidemment, NRF1 et NRF2 sont très proches par leur séquence, ce qui pose un problème, ce qui pose toujours un problème pour comprendre, pour essayer de faire des médicaments qui ciblent l'un sans cibler l'autre, parce qu'évidemment, si on a une modification d'un facteur de transcription qui joue un rôle dans le développement, ça peut être un vrai problème. Donc on a une régulation par une dégradation continue, liées à la présence d'électrophiles qui vont donc modifier ces cystéines, qui sont des véritables senseurs. Et il y a toute une série de cystéines sur KEAP1, l'idée étant que chacune de ces cystéines va avoir une affinité différente pour des molécules différentes et qu'on va donc couvrir un peu tout le spectre du stress oxydant pour pouvoir répondre à ces stimuli. Voilà. Alors,
ça, c'est un modèle biochimique que je vous ai présenté. Les travaux de cette même équipe japonaise ont pu montrer de manière extrêmement élégante exactement ce qui avait été montré pour la régulation de P53 et de MDM2. Donc, les souris NRF2-KO sont viables, mais elles sont hypersensibles à des agents oxydants ou des agents physiques, ce qui traduit donc la désactivation évidemment de ces voies de contrôle des électrophiles, et donc elles vont être extrêmement sensibles aux carcinogènes, elles vont être très sensibles à un certain nombre de molécules ayant ces propriétés oxydantes ou électrophiles. Les souris KEAP1-KO, elles meurent très vite. C'est exactement la même chose, encore une fois, que pour le couple MDM2-P53. Les souris P53 sont viables mais fragiles. Les souris MDM2-KO, elles meurent tout de suite parce qu'elles hyperactivent P53. Et de manière très élégante, il a pu être montré que les souris KEAP1-KO vont hyperactiver les cibles NRF2. Et par contre, les souris double nul sont normales, ce qui traduit bien le fait que la perte de KEAP1 se manifeste par l'hyperactivation de NRF2. Alors après, ce modèle ayant été établi, il y a eu des études très élégantes à partir de knock-in qui ont permis chez la souris directement de modifier les principales caractéristiques de KEAP1, par exemple de modifier le domaine de dimérisation, de modifier le domaine de recrutement à l'E3 ligase, de modifier les cystéines qui sont impliquées dans le sensing du redox. Et donc, ceci a permis de démontrer que ce couple est responsable de la réponse à de très nombreux stress. Alors, toujours pris dans cette revue, dont vraiment je vous conseille la lecture, voilà comment fonctionne ce système, au fond, au repos. Au repos, donc, vous avez le détecteur qui est lié à NRF2. NRF2 est dégradé, il n'y a pas de signalisation. La voie conventionnelle d'activation que je viens de vous décrire, dans laquelle on va avoir oxydation de certaines cystéines en réponse à un stress oxydant, décrochage partiel de ce senseur de NRF2 et une bouffée de signalisation qui va se traduire donc par des bouffées éventuellement réversibles de signalisation de NRF2. Et puis il y a d'autres méthodes qui sont également possibles. Cette hyperactivation non conventionnelle dont je vous ai parlé, faisant appel à la reconnaissance du domaine Kelch par la protéine P62, liée à l'autophagosome et qui va permettre cette fois-ci des activations longues à long terme de la signalisation NRF2. Et puis, ce qui se passe dans un certain nombre de cellules cancéreuses, en particulier dans les cancers du poumon, c'est la mutation soit sur NRF2, soit le plus souvent, à vrai dire, sur KEAP1, qui va conduire à décrocher complètement les deux protéines et donc qui va conduire à une signalisation irréversible, élevée et basale de cette signalisation avec toute une série de conséquences sur la biologie de la cellule cancéreuse qu'on va voir dans la suite du cours. Alors, je vous ai dit qu'NRF2 contrôlait la signalisation. Comment ça se fait de la manière la plus simple, au fond, c'est à travers le contrôle transcriptionnel de toute une série d'enzymes impliquées dans les systèmes qu'on a vus, impliqués dans la synthèse de NADPH, impliqués dans les enzymes qui permettent la synthèse du glutathion, impliqués également dans des enzymes qui vont permettre le recyclage du glutathion, tout ceci ayant comme but de contrôler les ROS et de régler l'équilibre entre les formes oxydées et les formes réduites. Et puis, du côté des thiorédoxines, on a exactement la même chose. Un NRF2 va contrôler les enzymes qui vont permettre de fabriquer en quantité suffisante du NADPH, ce qui va contrôler les thiorédoxines et les protéines associées. Donc ça, c'était en quelque sorte la voie simple de contrôle du stress oxydant, mais NRF2 n'a pas que ses propriétés de fabrication du glutathion, de fabrication du NADPH, de fabrication des thiorédoxines, d'utilisation du thiorédoxine. Il va également y avoir d'autres propriétés, dont on parlera plus tard dans le cours, de contrôle du métabolisme du fer en particulier,
Gardez en mémoire ce qu'on a dit sur la ferroptose au départ. La ferroptose, comme l'indique son nom, elle nécessite du fer pour la fabrication de ce type de mort. Et puis également des détoxifications avec une enzyme très importante qui s'appelle NQO1 et qui est impliquée donc dans ce processus de détoxification. Donc un contrôle transcriptionnel de toutes ces voies qui va permettre l'adaptation de la cellule à ce stress oxydant. Et même si on va encore un peu plus loin, eh bien, en dehors de ce qu'on a déjà cité sur la détoxification, l'homéostasie redox, la formation de NADPH, eh bien, il va y avoir encore d'autres effets dont on ne parlera pas beaucoup dans ce cours, sur le métabolisme des lipides, sur la lipogénèse et le métabolisme du cholestérol, sur l'autophagie. Et également, et on en parlera un tout petit peu, sur le contrôle du métabolisme de l'hème et du métabolisme du fer. Donc vous voyez un gène maître, un chef d'orchestre qui va contrôler au fond toutes sortes d'aspects du métabolisme en relation avec le stress oxydant. Alors je vous ai dit qu'il y avait également des effets sur les cellules souches. Chez la drosophile, ça a été bien étudié avec le contrôle de l'homéostasie des cellules souches, et C. elegans également un contrôle sur la longévité qui passe par le métabolisme. Ces cellules souches ont une activité NRF2 très élevée qui va contrôler leurs propriétés métaboliques un petit peu particulières, en particulier leur résistance au stress oxydant. Et dans le cas des cellules souches neurales où ça a été bien étudié, l'activation de NRF2 va être absolument indispensable à leur auto-renouvellement. Et à l'inverse, la différenciation de ces cellules souches neurales va s'accompagner d'une perte extrêmement rapide de NRF2 qui s'accompagne de la disparition des facteurs de pluripotence. Dans le cas des cellules souches hématopoïétiques, on sait que le contrôle de l'activité NRF2 participe au contrôle du cycle cellulaire et de l'inflammation. Et donc ceci va amener à revisiter, au fond, les effets des mutations de NRF2 observées dans les cancers, en se disant qu'au fond, elles ne participent pas seulement au contrôle du stress oxydant aigu, mais elles participent aussi probablement au contrôle du STEMNES, et donc un mécanisme intrinsèque de la tumorigénèse, et en particulier de la résistance thérapeutique. Et donc ce maintien de la survie et de l'autorenouvellement, en particulier au niveau des facteurs de stress, va contribuer à la résistance thérapeutique à un certain nombre de traitements, et on va voir des illustrations dans le cours suivant. Donc ça, c'était ce premier facteur, le facteur maître, qui va finalement être impliqué probablement dans une espèce de dose-réponse, comme le premier en réponse à un stress oxydant. Et puis si on dépasse un certain niveau, eh bien, si NRF2 est débordé, il y a toute une série d'autres facteurs qui vont prendre le relais et qui vont chercher à contrôler l'effet des stress oxydants. Donc on ne va pas parler de tous à l'évidence, on va essentiellement parler aujourd'hui de P53, qui est une autre protéine extrêmement importante dans le contrôle du stress oxydant. Alors c'est une diapo, je crois que je montre chaque année, à chaque cours, tellement elle est importante, qui montre bien cet effet en sablier finalement de P53. P53 qui est un facteur de transcription, qui va être capable de recueillir toute une série d'informations sur l'état de la cellule, le stress oxydant, mais également la situation nutritionnelle, l'hypoxie, l'état de l'ADN, la présence d'oncogènes, la fonction des ribosomes, l'intégrité des télomères. Vous voyez, toute une série de signaux de stress qui vont converger sur une seule protéine et qui va elle-même impliquer toute une série de réponses. La sénescence, l'angiogénèse, l'autophagie, le contrôle du cycle cellulaire, la migration, la mort, la réparation de l'ADN, le contrôle du métabolisme. Et donc, c'est une de ces illustrations d'une situation qui est assez connue en biologie, au fond, où quand vous avez une fonction qui est extrêmement importante, eh bien, la cellule fait converger toutes sortes d'informations sur cette fonction, en se disant, au fond, que si le relais est perdu, il faut mieux que tout se casse la figure à la fois.
Plutôt que d'avoir une multiplicité de systèmes de contrôle, il faut mieux que tous les systèmes de contrôle convergent finalement sur un effecteur qui va intégrer finalement le niveau de risque. Et l'intégration du niveau de risque, évidemment, au niveau cellulaire, c'est le contrôle de l'apoptose. S'il y a effectivement une cellule qui est complètement en perdition, eh bien, l'organisme a intérêt à s'en débarrasser. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de la tuer par ce mécanisme d'apoptose, encore que la sénescence va conduire indirectement à la même chose, puisque les cellules sénescentes vont être reconnues par le système immunitaire et détruites par le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un élément absolument central, comme vous le savez, de la transformation cancéreuse. C'est un élément absolument central du contrôle de la viabilité cellulaire et c'est un élément absolument central du contrôle du stress oxydant par des mécanismes que l'on va voir rapidement maintenant. Alors, comment est-ce que P53 fait ça? Eh bien, P53 est probablement une des protéines qui a été le plus étudiée au niveau protéique parce qu'elle peut avoir toute une série de modifications post-traductionnelles. Je crois qu'on en compte aujourd'hui plus d'une centaine de modifications post-traductionnelles qui peuvent être des phosphorylations, des acétylations, des ubiquitinations. Tout a été décrit ou presque. Par ailleurs, il y a un certain nombre de mutations, comme vous le savez, qui sont retrouvées dans des cancers. Et donc, c'est probablement une de ces protéines pour lesquelles on a pu réfléchir le plus en détail sur les relations, finalement, entre le signal qui va l'activer, l'état de la protéine, et en particulier ses modifications post-traductionnelles, et la réponse. Et la réponse, c'est un facteur de transcription. Donc, la réponse, elle va passer par l'activation de gènes spécifiques ou de groupes de gènes spécifiques, dont certains vous sont représentés ici. Encore une fois, c'est une protéine pour laquelle on connaît vraiment très très bien les gènes cibles, et donc on connaît des gènes cibles qui sont impliqués dans l'apoptose, des gènes cibles qui sont impliqués dans la sénescence, dans la réparation de l'ADN, dans le contrôle du cycle cellulaire, dans le contrôle du métabolisme en particulier du métabolisme pro ou antioxydant, et vous voyez qu'il y en a quand même toute une série. Dans le contrôle de l'autophagie, dans les relations intercellulaires, dans l'invasion ou dans le maintien du stemness, des caractéristiques souches, avec en particulier l'inhibiteur de cycle P21 et Notch1. Donc vous voyez qu'on commence à aborder, on ne comprend pas tout loin de là, mais on commence à appréhender ce mécanisme de sablier finalement dans lequel on va recueillir toute une série d'informations, intégrer cette information et répondre par une réponse adaptative au stress cellulaire. Et alors quand on parle maintenant du stress oxydant, eh bien en fait la réponse est double. Il va y avoir au fond l'effet de P53 en conditions basales, et l'effet de P53 en conditions basales, donc dans un organisme qui fonctionne bien, eh bien, c'est d'avoir un rôle antioxydant, et par l'intermédiaire d'un certain nombre de gènes, comme les cestrines, Taigar ou P53-INP1, d'avoir un effet antioxydant qui va protéger et permettre à la survie de la cellule ou de l'organisme. Et puis, à l'inverse, quand P53 est très violemment activé, et la méthode classique d'activation pendant longtemps, ça a été d'induire des dommages à l'ADN, par exemple après une irradiation, eh bien on va avoir une activation extrêmement forte de P53 qui va conduire à l'expression d'un répertoire un peu différent de gènes, et dans ce répertoire différent de gènes, on trouve un certain nombre de protéines qui sont des protéines de mitochondries. Et donc, on va faire essentiellement des trous dans les mitochondries, et ces trous dans les mitochondries vont participer à un effet pro-oxydant qui va se conclure par la mort de la cellule. Donc, vous voyez une balance, finalement, suivant le type de stimulation, qui va aller d'un effet antioxydant qui est favorable ou un effet pro-oxydant qui conduit à une toxicité mitochondriale, au moins en partie, et à la mort de cette cellule. Alors, quand on a affaire à un système compliqué comme ça, le mieux c'est de se plonger un peu dans l'histoire évolutive, et quand on regarde dans les fonctions ancestrales de P53, parce que beaucoup d'organismes ont des systèmes équivalents à P53, eh bien on arrive à la conclusion que à l'origine, P53 était probablement un mécanisme d'adaptation au stress nutritionnel. Et donc, c'est une réponse adaptative à un manque de nutriments. Et donc, ceci
l'activation de P53 dans ce contexte-là va conduire à une réorganisation radicale du métabolisme cellulaire vers la survie plutôt que vers la croissance pour permettre de répondre transitoirement à cette phase de difficulté. Et donc ceci va avoir toutes sortes d'incidences sur les ROS. P53 va augmenter la formation de NADPH, augmenter la glutathion peroxydase, la SOD, la catalase, réprimer l'apport de la cystéine, donc un effet qui va être un effet d'adaptation. Et par ailleurs, on n'en parlera pas beaucoup parce que les mécanismes ne sont pas bien compris, mais le gène maître qui est le plus sensible à P53, c'est un inhibiteur du cycle cellulaire qui s'appelle P21. Et la P21 est capable d'induire la production de ROS par des mécanismes qui sont, je crois, pas bien élucidés. Et donc, l'effet net de la présence de P53, c'est un contrôle strict des ROS, même en l'absence de stress. Alors, comment est-ce qu'on a pu démontrer ça? C'est un papier extrêmement important, publié dans Nature Medicine il y a une vingtaine d'années. Comme vous le savez probablement, l'inactivation de P53 chez la souris s'accompagne d'une susceptibilité très forte au développement des tumeurs et se posait la question de savoir si ça avait au fond un lien avec le stress oxydant ou pas. Et des observations inattendues qui ont été rapportées dans cet article, c'est de montrer qu'au fond, les souris P53KO inactivées présentent un stress oxydant chronique, ça on pouvait s'y attendre, présentent des tumeurs, ça c'était connu depuis bien longtemps. On avait pensé pendant longtemps que ces tumeurs étaient liées à une absence de réparation de l'ADN. Et la grande surprise de ce papier, c'est de montrer au fond que cette formation de tumeur, elle est au moins en partie réversible par des traitements antioxydants. C'est-à-dire que si on administre un précurseur du glutathion qui s'appelle la N-acétylcystéine, eh bien on va avoir un effet drastique pour diminuer l'incidence des tumeurs, ce qui donc veut dire que le stress oxydant participe dans cette situation-là à la formation de ces tumeurs. Donc ça veut également dire qu'il existe une stimulation basale P53 dépendante qui va s'opposer au stress oxydant sur un organisme entier. Ce qui veut dire que, c'est à la conclusion de ce papier, dans ce modèle, le stress oxydant contrôlé par P53 participe directement à la formation des tumeurs. Et voilà donc les données montrant le développement, la mort par développement de tumeurs chez ces souris inactivées pour P53. Et si on a complété, si ces souris sont traitées par un antioxydant, le N-acétylcystéine, dès la conception, vous voyez, dès la conception, pour éviter éventuellement une signature embryonnaire déjà, qui aurait pu commencer dès la vie embryonnaire, si on les traite par un antioxydant, eh bien, on va retarder de manière assez drastique la formation des tumeurs dans ce modèle-là. Bien sûr, le traitement par N-acétylcystéine va corriger la formation de ROS. Alors, de manière intéressante, on peut avoir un effet comparable en partie par la restriction calorique, ce qui fait ressurgir évidemment toutes les discussions qu'il y a autour des apports caloriques et des ROS. Alors on peut aller un peu plus loin même, et toujours dans ce même papier, il est montré que finalement, des cellules qui sont inactivées pour P53, qui sont représentées ici en noir, eh bien elles vont avoir une croissance augmentée par rapport aux cellules qui ont P53. Donc on retrouve là évidemment l'effet bien connu de P53 sur le contrôle du cycle cellulaire. Mais ce qu'on fait apparaître, c'est une dépendance au stress oxydant. C'est-à-dire que dans des conditions normales, le N-acétylcystéine n'a aucun effet, mais en l'absence de P53, eh bien, on va réduire la croissance de manière très significative par un traitement par des antioxydants, ce qui montre bien que c'est un effet sur la croissance ou le métabolisme et que ça ne passe pas par la mutagénèse, comme on avait pu le croire à un moment donné, en se disant au fond qu'une cellule qui n'a pas P53, elle va être extrêmement sensible aux mutations et que c'est ça qui va aggraver la croissance. Donc, au fond, dans ce modèle, dans ces études, il y a deux effets synergiques du N-acétylcystéine et donc du glutathion, dont c'est le précurseur. Il va à la fois bloquer l'initiation de la tumeur et il va également bloquer la progression de la tumeur à travers le contrôle du cycle cellulaire.
Donc ça nous explique qu'effectivement, le stress oxydant, c'est très important. Ça ne nous explique pas comment ça marche. Et la réponse, c'est qu'au fond, on ne sait pas très bien encore aujourd'hui. Il y a toutes sortes... je vous ai expliqué que P53 était le nœud de l'entonnoir, finalement, donc il va répondre à toutes sortes de signaux. Et on connaît au moins plusieurs des mécanismes de contrôle en amont qui vont être contrôlés par le stress oxydant. Au départ, quand j'étais sur les bancs de la faculté, on pensait que l'activation de P53, elle passait par les mutations. Et en fait, on sait maintenant que les espèces radicalaires de l'oxygène qui peuvent provoquer des mutations, elles ne sont pas provoquées dans le noyau, elles ne sont pas synthétisées dans le noyau, donc c'est extrêmement peu probable que l'activation de P53 passe par la création de mutations, sauf dans le cas de rayonnement. Mais par contre, encore une fois, toute la machinerie des protéines d'amont qui contrôlent la phosphorylation de P53 comme ATM, comme les kinases ASK, comme GNK également, qui vont conduire aux phosphorylation de P53, ça, ce sont des chaînes qui sont très connues pour être très sensibles au stress oxydant. Et puis également, il y a des propositions, même si ça n'a pas vraiment été documenté de manière extrêmement solide à l'heure actuelle, que P53 lui-même, qui a toute une série de cystéines réactives, puisse être modifié directement par oxydation de P53 lui-même en réponse à des stimuli d'oxydation. Et donc ceci reprend la même idée, sont encore une fois des travaux en cours, mais il y a toute une série de cystéines au niveau du DNA bind, du domaine de liaison à l'ADN, qui sont connues pour être réactives. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles peuvent même être directement modifiées de manière covalente par le glutathion, ce qui va bien entendu modifier leur fonctionnement et leur signalisation. Et une étude qui est revue dans cette revue, a montré qu'il y a une cystéine en particulier qui est relativement proche de l'ADN. Vous voyez ici sur une modélisation à la fois de l'élément de réponse et de la protéine P53, qui est cette cystéine 277. Et donc on peut imaginer, c'est qu'au fond l'état d'oxydation de cette cystéine permet de reconnaître certains éléments de réponse particuliers, suivant évidemment la composition exacte en nucléotides de cet élément de réponse sur l'ADN. Et ce qui est proposé dans cette revue, c'est qu'au fond, la forme non oxydée va reconnaître aussi bien des promoteurs de gènes comme P21 qui sont impliqués dans la sénescence que GAD45 qui est plutôt impliqué dans le contrôle du cycle, et que par contre la forme oxydée de la protéine, elle va toujours reconnaître P21 mais ne reconnaîtra pas l'autre élément de réponse parce que la taille, la séquence de l'élément de réponse et les nucléotides font que cette interaction est plus difficile. Et donc ça, c'est un des mécanismes par lesquels on peut imaginer que l'oxydation de cette cystéine règle directement l'effet biologique, et en particulier une chose qui est très importante dans la biologie de P53, qui est contrôler l'équilibre entre finalement l'activation maximale qui va conduire à la mort par apoptose et la sénescence qui va être probablement la forme de réponse qui est le plus adaptée à des choses. Et puis, je vous ai dit que le contrôle de P53 par le stress oxydant faisait partie des problématiques de recherche qui sont développées dans l'équipe que je dirige. Et donc, il y a une protéine qui nous intéresse beaucoup, qui s'appelle PML, qui est capable de créer ces domaines qu'on voit ici dans le noyau, domaines qui servent en fait à l'échafaudage d'un certain nombre de régulateurs de P53. PML est une protéine qui est extrêmement sensible au stress oxydant. Vous voyez ici in vivo un stress oxydant comme de l'arsenic ou un inducteur d'H2O2 va induire une polymérisation de la protéine pour former ces domaines. Et en fait, ces domaines de PML, vous voyez ici cette coque de PML qui est une vue en gros plan de ce qui était représenté sur la diapositive précédente, en fait va concentrer absolument P53 et toutes les enzymes de modification de P53. On en connaît un très grand nombre, UBC9, MDM2 dont on parlait tout à l'heure, OSP, IPCAP2. Tous ces régulateurs post-traductionnels de P53 vont être concentrés dans ces petits domaines
avec cette idée que ça correspond à une régulation par ces molécules d'échafaudage qui vont permettre finalement à des protéines qui sont extrêmement diluées à l'intérieur du nucléoplasme, et bien simplement de se retrouver. Parce que quand vous avez deux protéines très diluées, à très faible abondance l'une et l'autre, leurs chances de se retrouver et d'interagir sont extrêmement faibles. Et donc la cellule a trouvé des astuces finalement pour créer des compartiments dans lesquels on va pouvoir regrouper ces différentes protéines pour leur donner une grande chance d'interagir ensemble. Et donc l'idée c'est que c'est entre autres à l'intérieur de ces corps PML dont vous avez vu qu'ils sont sensibles au stress, très sensibles au stress oxydant par des mécanismes qui ont été élucidés dans l'équipe, qu'on va pouvoir faire des bonnes modifications de P53 et en particulier induire une réponse au stress oxydant. Et à cet égard, il a été montré que PML est indispensable à la sénescence induite par l'activation oncogénique, en particulier par l'activation de RAS. Et il est bien connu que la sénescence induite par l'activation de RAS nécessite du stress oxydant. Alors, c'était un peu plus long que je n'avais prévu. Quelques mots d'introduction qui serviront finalement pour le cours précédent. Quels sont les rapports entre ROS et cancer? Un cancer, c'est une cellule qui pousse vite, donc les mitochondries sont beaucoup plus actives. Il va y avoir plus de ROS, et dans des cellules cancéreuses, ça peut représenter jusqu'à 1% de la consommation cellulaire en oxygène. Donc 1% de l'oxygène consommé va en fait être utilisé pour fabriquer des radicaux oxygénés, ce qui est considérable. Et ces radicaux oxygénés, dans un premier temps, vont avoir un effet bénéfique sur la croissance. Par exemple, en activant des voies de prolifération, en activant des voies comme les MAP kinases, en inactivant les rétrocontrôles comme les phosphatases, qui ont un certain nombre de cystéines hyperréactives. Donc on va au fond activer de manière pas très spécifique toutes les voies de croissance. Et ça va participer à la transformation. Et on va voir qu'effectivement, ce qui a soutenu ce premier modèle, eh bien, c'est que l'inactivation des voies de contrôle du redox, et ça a été historiquement commencé avec des peroxydases, donc des mutations des peroxydases, des mutations de l'enzyme qui synthétise le glutathion, la glutamate cystéine ligase, eh bien, dans des modèles animaux, ça va conduire à une accélération modeste mais significative de l'incidence des tumeurs. Et puis, il va y avoir assez rapidement une deuxième étape, qui est que finalement, ces tumeurs, elles vont s'empoisonner elles-mêmes avec leur ROS, et il va y avoir trop de radicaux oxygénés, et que ces radicaux oxygénés vont commencer à bloquer la croissance et devenir délétères pour la cellule cancéreuse. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des mutations activatrices de NRF2, des mutations inactivatrices de KEAP1. Bref, on va mettre la voie NRF2, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en niveau de base très élevé pour pouvoir se débarrasser des ROS et que cette cellule cancéreuse qui s'est empoisonnée avec ses propres ROS puisse se remettre à pousser. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans des modèles animaux. C'est également des choses qu'on voit dans la cancérogénèse humaine, hein, puisque je vous ai dit que pour les tumeurs du poumon, mais ce n'est pas les seuls, il y a jusqu'à 25% des tumeurs qui vont avoir une inactivation de KEAP1 ou une activation de NRF2 qui vont changer profondément la biologie de ces tumeurs et en particulier induire une résistance à un certain nombre de traitements. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui pour cette partie-là. Et donc, la semaine prochaine, on va voir des détails de ce que je vous ai exposé ici sur le rôle sur la cancérogénèse et surtout commencer à passer à l'incidence de ces modifications pour le contrôle de la ferroptose, qui sont, encore une fois, dans la tradition du Collège de France, de la science en train de se faire, puisque finalement, la ferroptose, il y a une dizaine d'années, personne ne savait vraiment ce que c'était. Et maintenant, il y a énormément d'études qui montrent que cette ferroptose, elle est très très importante dans toute une série de phénomènes, et en particulier dans la réponse aux anticancéreux. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.